Pourquoi investissez-vous dans les crypto-monnaies? Il y a des fortes chances que ce soit parce que vous pensez que c'est le seul moyen de réellement progresser financièrement. Vous voulez devenir riche? Si c'est le cas, vous devez savoir que vous n'êtes pas le seul. Un nombre croissant de personnes croient que le seul moyen de gagner des sommes d'argent significatives, c'est de prendre des risques énormes avec le peu d'argent qu'elles ont. Et cette tendance ne fait que de s'accélérer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va expliquer exactement ce qu'est cette tendance, d'où elle vient, ses effets, quelles conséquences elle a et surtout comment vous pouvez en tirer parti. Maintenant, sachez que la croyance que vous ne pouvez avancer financièrement qu'en prenant des risques énormes avec le peu d'argent que vous avez, elle a un nom, c'est le nihilisme financier. Et ce terme a été inventé par l'entrepreneur Dimitri Kofinas et ça commence clairement à devenir un sujet brûlant, notamment dans le domaine de la crypto cette année. Cependant, la définition du nihilisme financier de Dimitri est en réalité différente de ce que je viens de mentionner. En fait, elle est encore plus précise. D'après Dimitri, le nihilisme financier, c'est essentiellement la croyance, ou plutôt la réalisation qu'il existe un décalage entre le coût de quelque chose et sa valeur réelle. Le logement est un exemple parfait. Il y a eu des publications virales sur les réseaux sociaux montrant des logements dans des villes comme Paris, Genève, Londres, New York, qui valent des montants indécents malgré la qualité éclatée de ces logements. Et il y a eu d'autres publications virales qui ont montré que ces mêmes logements valaient le prix de véritables châteaux à différents autres endroits d'un même pays. Un autre très bon exemple, c'est la bourse. La plupart des actions valent bien plus que les revenus de l'entreprise associée. Et si on est honnête, c'est encore plus vrai dans la crypto-monnaie. Regardez ne serait-ce que Dogecoin qui n'a aucune utilité, sa valeur est actuellement plus importante que la Société Générale. Et pourtant, le coût du logement continue d'augmenter, les prix des actions continuent d'augmenter et la valeur des mêmes coins continue d'augmenter. Et en plus de ça, à chaque fois que la bulle est sur le point d'éclater, les gouvernements et les banques centrales interviennent pour la gonfler à nouveau, rendant les riches encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres. Et donc ça soulève la question de savoir d'où vient ce décalage entre le prix et la valeur. Du point de vue de Dimitri, le mondialisme semble être la réponse. Rapidement, pour le reste de la vidéo, vous pouvez considérer le mondialisme comme une politique économique qui opère à l'échelle mondiale plutôt que nationale. Et en termes pratiques, ça signifie externaliser des opérations depuis des pays où la main-d'œuvre est coûteuse vers des pays où la main-d'œuvre est bon marché, afin de réduire les coûts et de maximiser les profits. Et ça s'est produit depuis la fin des années 80 et ça a eu un impact monumental sur le monde, mais de manière parfois qui est pas évidente à première vue. D'abord, pour commencer, le mondialisme a fait chuter fortement le prix de la plupart des biens et de certains services. Alors bien sûr, ça a été bénéfique pour la plupart des personnes parce que ça signifie qu'elles pouvaient acheter plus de choses qu'auparavant. Le fameux Made in China qui a baissé le prix de plein de produits. Mais ça a également été très positif pour les personnes puissantes parce qu'elles ont pu gagner plus d'argent. Le mondialisme a également maintenu les taux d'intérêt très bas, en particulier en Occident pendant longtemps. Et ça, évidemment, ça a été aussi bénéfique pour les classes moyennes parce qu'elles ont pu emprunter davantage, mais ça a été surtout très bénéfique pour les personnes puissantes parce qu'elles ont pu emprunter énormément. Comme par exemple Bernard Arnault qui a carrément racheté l'entreprise de joaillerie Tiffany en empruntant plusieurs milliards à taux zéro, c'est-à-dire qu'il a littéralement levé 10 milliards d'euros qui remboursera sur plusieurs années sans payer aucun intérêt. C'est de l'argent gratuit. Et clairement, ça pique de savoir ça quand je sais que j'ai acheté ma maison cet hiver à 4,5% d'intérêt. Et donc, alors que les classes moyennes dépensaient leur argent emprunté en biens, voitures, etc., les personnes puissantes le dépensaient en actifs. Et ça a eu deux effets majeurs significatifs. Le premier, c'est que ça a fait augmenter le prix des actifs dont les classes moyennes ont besoin, comme par exemple les maisons, qui ont augmenté beaucoup plus vite que les salaires. On sait par exemple que BlackRock a acheté des milliers et des milliers de maisons aux États-Unis vers la période du Covid en empruntant gratuitement, faisant exploser le prix de l'immobilier, rendant l'achat de maisons inaccessible aux classes moyennes qui sont condamnées à continuer à louer pendant encore des années. Et en même temps, le prix de la plupart des biens ont continué à baisser en raison de l'externalisation mondiale. Et le résultat, c'est l'énorme décalage entre le prix des actifs et l'économie, ce qu'on voit aujourd'hui. Le deuxième effet, c'est qu'il y a eu une concentration anormale de richesses parmi un petit groupe de personnes puissantes qui ont le plus bénéficié de la mondialisation. D'où le fait qu'on les appelle souvent les mondialistes. Alors naturellement, la plupart des mondialistes dirigent ou sont fortement investis dans les plus grandes entreprises mondiales. Dimitri explique dans un interview que ces mondialistes ont amassé suffisamment d'argent et d'influence pour créer des structures quasi gouvernementales qui sont encore plus influentes que les gouvernements élus.
Le World Economic Forum ou Forum économique mondial, c'est le meilleur exemple. Et c'est un exemple de plein d'autres structures de ce type. Et logiquement, ces structures quasi-gouvernementales existent en fait uniquement pour servir les intérêts des mondialistes et non des classes moyennes, malgré leurs jolis rapports et leurs beaux discours. Et le résultat, c'est le décalage entre les intérêts des classes moyennes et celui des gouvernements, dont les politiques sont finalement grandement influencées par les institutions mondialistes. D'ailleurs, si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent, appuyez sur le bouton like pour aider d'autres personnes à la trouver, et puis abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Alors maintenant qu'on comprend d'où vient ce nihilisme financier, on peut examiner de plus près les effets qu'il a sur la société et sur les marchés. Et tout ça a été super bien détaillé dans un article récent de Travis Kling, le PDG d'un fonds d'investissement crypto appelé Ikigai Asset Management, qui a aidé à populariser le terme nihilisme financier. Dans son article de blog, Travis souligne le fait que le nihilisme financier va de pair avec le populisme, ce qu'il définit comme le sentiment que les personnes puissantes négligent les intérêts des personnes moyennes. Notamment, ça se rattache à ce que je viens de mentionner à propos des institutions mondialistes et de leur agenda. Travis parle aussi de ce dont j'ai parlé un peu plus tôt, à savoir que le meilleur exemple à utiliser pour comprendre d'où vient le nihilisme financier, c'est de regarder le coût du logement par rapport au revenu médian. Il explique par exemple que le prix médian d'une maison est 7,5 fois supérieur au revenu médian aux États-Unis. Et pour remettre les choses en perspective, les rapports récents suggèrent que posséder une maison est désormais inabordable pour 99% des Américains, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Travis explique avec raison que la réponse monétaire et budgétaire à la pandémie, où les États ont imprimé de l'argent comme s'il ne valait rien de plus qu'une feuille de PQ, ça a été le catalyseur qui a multiplié ce décalage et a causé l'augmentation de ce gouffre et donc du nihilisme financier. Pour rafraîchir votre mémoire avec un chiffre, environ 5 000 milliards de dollars ont été dépensés pour les mesures de relance de la pandémie aux États-Unis seulement. Et bien qu'une grande partie de cet argent ait été distribuée à la personne moyenne, la plupart des gens ont ensuite dépensé cet argent dans les méga-entreprises appartenant aux mondialistes. Quelque chose que Dimitri a également mentionné. Et en plus, pendant ce temps, la plupart des petites entreprises ont été contraintes de fermer leurs portes en raison des restrictions liées à la pandémie. S'il y avait une seule décision politique qui prouve que la politique gouvernementale à niveau mondial est dictée par les mondialistes, c'est le fait de fermer les petites entreprises tout en laissant les grandes entreprises ouvertes pendant la pandémie. Quoi qu'il en soit, le résultat de toute cette impression monétaire pendant la pandémie, c'est que les 1% les plus riches détiennent désormais plus de richesses que l'ensemble de la classe moyenne. Imaginez un peu de quel niveau de richesse on parle. Et je dirais que cette concentration croissante de la richesse est une tendance depuis la montée du mondialisme à la fin des années 80, mais qu'elle s'est largement accélérée ces dernières années. Maintenant, pour appuyer encore plus son propos, Travis présente deux statistiques révélatrices. La première, c'est que la valeur totale immobilière détenue par les milléniaux est la plus basse par rapport à d'autres groupes démographiques. Pour faire simple, lorsque les autres générations avaient l'âge des milléniaux aujourd'hui, il y avait beaucoup plus de propriétaires qu'il y en a maintenant. La deuxième statistique analyse la richesse totale des ménages. Et Travis note que la richesse totale des ménages a été multipliée par 7 depuis les années 80, mais que les milléniaux ne détiennent qu'environ 9% de cette richesse. En revanche, la génération X en détient 21% et les baby boomers 51%. Probablement parce que c'est la génération qui a le plus bénéficié de la mondialisation. Parce que, je répète, le mondialisme a été bénéfique pour les personnes moyennes lorsqu'il a débuté. Il a entraîné une baisse des prix des biens alors que le prix des actifs était encore abordable. Et avec le temps, cependant, les salaires réels des personnes moyennes ont cessé de suivre le rythme d'augmentation des prix des actifs en raison de l'externalisation du travail et des acquisitions d'actifs par les mondialistes. Et ça, on peut le voir clairement sur la comparaison de Travis du revenu médian par rapport à l'augmentation du Standard & Poor's 500. Comme vous pouvez le voir, le revenu médian est resté assez stable par rapport au S&P 500 entre la fin des années 80 et le milieu des années 90. Et ensuite, le revenu médian a largement chuté lors de la bulle des dot-com en 2001 et à nouveau après la crise financière de 2008. Maintenant, compte tenu de ces faits et de ces statistiques clairement désastreuses, la question qui suit, c'est: qu'est-ce que vous pouvez faire dans cet environnement? Eh bien, Travis donne la réponse d'un point de vue nihiliste financier. Vous vous sentez poussé à prendre de plus grands risques pour essayer de changer votre position. Aujourd'hui, les salaires ne permettent plus d'acheter des logements convenables. En plus de ça, l'inflation augmente, les taux d'intérêt aussi. Tout ça ne paraît plus tenable, donc vous pariez. Les gens jouent et parient. Pour prouver ce qu'il explique, Travis
montre les revenus des jeux de hasard qui augmentent encore plus que l'action Nvidia. Les casinos aux États-Unis ont enregistré des niveaux de revenus records en 2023. Et en 2023 aussi, la participation à des jeux du style Loto aux États-Unis est à all-time high. Travis fournit encore plus de statistiques, y compris le nombre de paris sur des événements spécifiques comme le Super Bowl, etc. Il montre également des données sur les options à expiration 0 jour. Pour ceux qui ne sont pas familiers, les options à expiration 0 jour vous permettent en gros de parier sur le fait qu'une action sera plus élevée ou plus basse à la fin de la journée. Et les options à expiration 0 jour représentent 43% de tout le volume des options sur le S&P. C'est une augmentation gigantesque depuis la pandémie. Et là, on est clairement sur du gamble. Et un truc marrant, c'est que Travis soutient que le nihiliste financier moyen fait tout ça parce qu'il est conscient de la déréglementation, la politique monétaire et fiscale. Et c'est vrai que c'est marrant parce que c'est peu probable que les personnes qui passent leur vie dans les casinos et qui parient en ligne comme des malades soient ultra conscients de tous ces facteurs macroéconomiques. Mais probablement, ils savent intuitivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et Travis introduit ensuite la crypto-monnaie dans l'équation qu'il présente comme le Graal pour la volatilité des prix et des prises de risque. Et clairement, c'est parce que le rendement de certaines cryptos ont été largement plus importants que n'importe quelle option à expiration 0 jour ou même d'actions comme GameStop ou Nvidia. Travis donne ensuite quelques exemples à titre de preuve. Puis il explique que la crypto-monnaie est dans ses racines un mouvement populiste, un mouvement contre-culturel, un mouvement des jeunes. Les baby boomers, les anciens, ne comprennent pas. C'est notre truc à nous. C'est la seule chose où notre génération, on peut vraiment battre les baby boomers qui ont eu tous les avantages économiques jusqu'à présent. Et Travis fait ensuite une prédiction très audacieuse et qui est un peu effrayante. Il prédit que les 53 000 milliards de dollars de richesse détenus par les baby boomers seront transmis aux milléniaux et que les milléniaux investiront la plupart de cet argent dans les crypto-monnaies. Et c'est pas la première fois que quelqu'un parle de ça. À court terme, Travis prédit que ce cycle crypto mettra en évidence le comportement le plus dégénéré qu'on ait pu voir jusqu'à ce jour. Et jusqu'à présent, sa prédiction se déroule plutôt bien, avec toutes sortes de meme coins qui ont littéralement explosé alors qu'il n'y a rien de valeur derrière. On a vu des meme coins atteindre des capitalisations de plusieurs milliards de dollars en quelques mois. Et honnêtement, ça peut faire assez peur de penser à quoi ressemblera la majeure partie du cycle haussier crypto si ça continue de se passer comme ça. Mais le conseil de Travis en tant que bon crypto natif, c'est de céder, d'accepter plutôt que de combattre. Parce que vous pouvez souhaiter que ça se passe différemment. Vous pouvez souhaiter que le marché des cryptos soit beaucoup plus sensé, beaucoup plus concentré sur les valeurs fondamentales, sur trouver des solutions à des vrais problèmes, plus ancré dans des méthodologies d'analyse technique et fondamentale. Mais honnêtement, je pense que ces souhaits ne seront pas exaucés. Pas avec tout ce qui se passe en ce moment. Et concrètement, ça expliquerait pourquoi cette année, les meme coins sont les plus gros performeurs du marché de très très loin. Et pour rappel, la cause profonde de ce nihilisme financier, l'envie de prendre des risques, c'est le mondialisme économique. Et donc, est-ce qu'il va y avoir une réponse à ce mondialisme économique? Est-ce qu'il va être contré un jour par le peuple, par les politiques? Eh bien, étant donné que le nationalisme, c'est l'opposé du mondialisme, il est logique que la solution soit un certain nationalisme économique. Ça semblait insensé il y a encore quelques années, jusqu'à ce qu'on réalise qu'en fait ça s'est déjà produit. Des élections comme celle de Donald Trump, le Brexit, la relocalisation économique dont on entend parler sont essentiellement du nationalisme économique. Et en termes pratiques, ça signifie ramener la plupart des opérations qui avaient été externalisées dans le cadre du mondialisme, et c'est là qu'on commence déjà à faire face à un problème, quel qu'en soit le coût. C'est clair que c'est facile d'oublier le principal avantage que la mondialisation a eu pour les classes moyennes. La plupart des biens et de certains services deviennent beaucoup moins chers grâce à l'externalisation des opérations, comme la fabrication, le made in China, etc. Ramener tout ça chez nous, concrètement, ça fera exploser les prix des biens. Et si ça se produit, ça se produira alors que le prix des actifs sont encore très hauts, à leur maximum. Donc c'est un double coup dur pour les classes moyennes. C'est un appauvrissement assuré des classes moyennes. Et si vous y pensez, c'est littéralement l'inverse de ce qui s'est passé lorsque le mondialisme a commencé. C'est l'opposé du point idéal dans les années 80-90, lorsque les prix des biens chutaient et que les actifs étaient encore abordables, alors qu'à l'inverse, la transition vers le nationalisme économique sera un point beaucoup plus douloureux où le prix des biens commenceront à augmenter, tandis que les actifs resteront inabordables. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les salaires des personnes moyennes finiront par augmenter.
et certains diraient qu'on commence à en voir les premiers signes. Mais ça signifie aussi que la quantité d'argent que les personnes puissantes gagnent commencera simultanément à diminuer. Et clairement, ils veulent pas que ça se produise. Et on pourrait même dire qu'ils peuvent pas se permettre que ça se produise, parce que sinon, comment vont-ils faire pour rembourser toutes les dettes qu'ils ont accumulées? Parce que pour rappel, ils ont emprunté comme des malades lorsque l'argent ne valait rien. Donc en d'autres termes, les personnes au pouvoir ou au pouvoir de manière cachée ne peuvent pas permettre au salaire des personnes moyennes d'augmenter trop fortement, parce que sinon ça réduirait la quantité d'argent qu'elles gagnent. Et ils peuvent pas non plus permettre au taux d'intérêt d'augmenter trop, parce que sinon ça rendrait les dettes qu'ils ont contractées pendant la période des taux d'intérêt bas littéralement impossible à rembourser. Et tout ça, ça explique bien pourquoi les mondialistes sont obsédés par des technologies comme l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que ça signifie qu'ils peuvent continuer à maintenir les salaires bas et continuer à gagner de l'argent dans un environnement économique nationaliste. Ça explique aussi pourquoi ils sont obsédés par ces technologies de contrôle comme les CBDC, les fameuses monnaies numériques d'État, parce qu'avec elles, ils peuvent contrôler les taux d'intérêt, ils peuvent contrôler les dettes et potentiellement contrôler où nous pourrons dépenser et investir notre argent. Et ça explique aussi pourquoi de nombreux présidents ont été élus en faisant croire plein de choses au peuple, et finalement on voit qu'ils sont affiliés au World Economic Forum. En fait, c'est juste des mondialistes avec le même objectif. Et attention, parce que les gens commencent réellement à s'en rendre compte, et ça érode encore plus la confiance que les gens ont dans ces institutions. Honnêtement, qui aujourd'hui a encore confiance dans les gouvernements, dans Christine Lagarde et toute la clique? C'est quelque chose que notre ami Dimitri a souligné dans ses interviews. Le plus grand problème pour aborder le nihilisme financier est le fait que la confiance dans les institutions censées mettre en œuvre les solutions est totalement perdue. Tout simplement parce que les institutions elles-mêmes sont devenues corrompues par les intérêts mondialistes. Et tout le monde le voit. Donc, ça signifie qu'il n'y a qu'une seule solution à la cause du nihilisme financier, c'est de créer de nouvelles institutions qui représentent les intérêts des personnes moyennes plutôt que des élites, les mondialistes. Mais ce processus, concrètement, même s'il est à ses débuts, il va falloir des décennies avant qu'il se déroule complètement. Donc ça amène à la grande question, à savoir comment pouvez-vous naviguer dans tout cet environnement et tirer votre épingle du jeu en attendant? Plus précisément, comment pouvez-vous gérer le fait que les prix des actifs sont susceptibles d'atteindre leur maximum, tandis que le prix des biens commence à augmenter rapidement? Eh bien, la réponse semble dépendre à la fois du délai que ça prendra et de votre emplacement. En termes de délai, d'abord, la prédiction de Travis, qui dit que ce cycle crypto sera le plus spéculatif de l'histoire, se révèle jusqu'à présent plutôt correcte, et ça le sera probablement encore plus dans le futur. Et il a également raison de dire que le marché des cryptos offrira des rendements beaucoup plus élevés que toutes les autres classes d'actifs, parce que lorsque vous combinez ça avec le fait que des investisseurs mondialistes comme BlackRock commencent également à s'impliquer énormément sur le marché des crypto-monnaies et que les ETF sur Bitcoin et Ethereum ont été validés, vous réalisez que la crypto a probablement les meilleures chances d'améliorer votre situation financière dans les prochaines années. C'est clairement pas un conseil financier, c'est juste une analyse macro de l'environnement actuel dans lequel on évolue. Si vous voulez prospérer financièrement dans un environnement mondialiste, vous devez suivre l'exemple des mondialistes. Mais le problème, c'est que vous devez sortir de ces investissements en même temps qu'eux ou même plus tôt. Et ça, concrètement, c'est plus facile à dire qu'à faire. La chose formidable à propos des cryptos, c'est que toutes les transactions sont transparentes et visibles publiquement. Elles sont visibles sur la blockchain, on appelle ça on-chain. Ce qui signifie que vous pouvez voir ce qui se passe et ce que fait la smart money en temps réel. Et il y a de nombreux cas où il y a des personnes qui ont identifié des meme coins avant qu'ils explosent, et tout ça en observant les transactions sur la blockchain. Maintenant, je tiens à souligner que cette stratégie, elle va pas durer pendant des années. Parce qu'au bout d'un moment, il est possible qu'on assiste à une vente massive des actifs que détiennent les mondialistes, parce qu'ils sont surendettés et donc ils vont chercher à rembourser certaines de leurs dettes. Et ça suppose qu'ils échouent dans leur effort de contrôler les salaires et les taux d'intérêt et de mettre en place les CBDC ou les fameuses monnaies numériques étatiques, parce que concrètement c'est quelque chose qui est plus facile à expliquer qu'à mettre en œuvre. Parce que forcer les gens à adopter ce type de technologie, surtout avec l'acceptation au niveau mondial de Bitcoin en ce moment, ça paraît compliqué. Et dans tous les cas, si les mondialistes échouent à mettre en œuvre ces technologies, alors le prix des actifs chutera, tandis que le prix des biens et des salaires augmenteront, parce que la pression vendeuse sur les actifs sera immense puisqu'ils en détiennent une grande partie. Donc dans cet environnement, vous devez vous concentrer sur ce que beaucoup d'entre nous ont essayé de faire pour s'adapter à cet environnement, c'est-à-dire travailler dur dans des industries porteuses et prometteuses, et potentiellement celles que les États aussi vont tenter de rapatrier sur leur sol, la fameuse relocalisation.
Et se positionner pour bénéficier de ces industries serait idéal. Vous n'avez même pas forcément besoin de travailler dans ces industries en soi, mais le fait de suivre ce qui se passe et d'être ouvert aux opportunités, ça peut être la clé. Et c'est là qu'on vient au deuxième facteur des effets secondaires du mondialisme, à savoir votre emplacement. Si on suppose que les mondialistes réussissent à mettre en place ce qu'ils cherchent à mettre en place, les CBDC, etc., eh bien, il y a de fortes chances qu'il y ait des régions et des pays où leur influence sera beaucoup plus faible, voire inexistante. Clairement, aujourd'hui, c'est difficile de savoir quel pays, quelle région, mais il est probable que les pays qui ont le moins de chances de se conformer aux idéaux mondialistes, c'est ceux qui en ont le plus souffert, comme par exemple les BRICS, leurs alliés, les pays émergents, tous ces pays qui ont subi la domination de l'Occident. À côté de ça, l'Europe occidentale et les États-Unis semblent clairement les premiers sur la liste. Donc nous, on est en plein dedans. Donc en résumé, survivre au mondialisme et à son effondrement inévitable, ça impliquera d'être agile en termes d'investissement, en termes de travail, ce que vous allez décider de faire, et en termes d'emplacement. Pour l'instant, on est dans un environnement mondialiste, ce qui signifie que la seule façon de survivre, c'est d'imiter ce que font les élites mondialistes avec leurs investissements et de potentiellement à un moment déménager pour éviter leur emprise. Mais une fois qu'on entrera dans un environnement plus nationaliste économique, votre survie dépendra davantage à ce moment-là de votre capacité à travailler que de votre capacité à investir. Et ça pourrait également nécessiter une relocalisation dans un pays plus dynamique et où ils ont moins d'emprise. Maintenant, en attendant que ce beau programme se joue sous nos yeux, si tu veux profiter du plus gros marché haussier de l'histoire des cryptos pour faire des gros gains et surtout sortir tes gains avant que nos amis de BlackRock et des autres fonds saccagent le marché encore une fois, il y a une vidéo dans la description dans laquelle j'explique comment je compte m'y prendre et comment on peut t'aider à y arriver. Donc va la voir si ça t'intéresse, et si ça t'intéresse pas, peu importe, tu peux peut-être y arriver quand même. Mais si tu investis seul, n'oublie jamais que tu as BlackRock, d'autres fonds d'investissement, des mecs comme moi qui investissent depuis 8 ans sur le marché, qui sont en concurrence avec toi. Et ne crois pas que ton influenceur préféré, c'est ton ami. Il n'y a que des ennemis en crypto. Il y a un gros pot avec de l'argent et il y a un moment où il y a une petite partie des gens qui vont partir avec une grosse partie de l'argent et une grosse partie des gens qui vont partir sans rien. C'est comme ça à chaque fois. Et un conseil, si tu es nihiliste financier et que tu veux faire ton bout de chemin tout seul, entoure-toi d'une communauté de personnes expérimentées, bien renseignées pour trouver les bonnes cryptos, suivre les bonnes tendances et surtout savoir revendre au bon moment. Et voilà les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvé utile, aidez-nous en appuyant sur le bouton j'aime et partagez-la à un de vos proches à qui elle sera utile. Et si vous voulez continuer à voir ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Et venez me suivre sur Instagram à tiptalks_off. Je partage plein d'infos quotidiennement. Je vous mets le lien en bio aussi. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.